l'idée aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet qui est la prévention des cancers des voies aérodigestives supérieures ou des cancers qu'on appelle aussi les cancers ORL. C'est une idée qui a émergé de l'association entre le GFLUC et Unicancer qui est le groupement, l'association des centres de lutte contre le cancer. Et donc, le docteur Berkane va parler également, je vais la présenter brièvement dans la diapo qui suit. Elle est médecin addictologue à Gustave Roussy. Elle fait partie du groupe Unicancer Onco-Addiction. Et moi, je suis le docteur Bresquin. Je suis chirurgien ORL à Gustave Roussy. Voilà. Donc, on va démarrer. Tu vas passer les diapos. Donc, l'idée, c'est qu'on va demander à tout le monde de bien éteindre les micros et on veut juste vous prévenir. À la fin, il y aura un moment de questions-réponses si vous le souhaitez. La présentation, elle est enregistrée pour pouvoir être réutilisée après sur le YouTube du GFLUC. Et donc, c'est pour que tout le monde soit bien au courant. Voilà, c'est parti. Donc, le docteur Berkane et donc moi-même, on est addictologue et chirurgien ORL à Gustave Roussy. On fait partie du comité ORL. Le comité ORL, c'est un groupement de médecins qui s'occupent des pathologies de la tête et du cou. Et donc, c'est pas mal de parler aujourd'hui d'ORL parce que finalement, le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Donc, on va quand même parler beaucoup de tabac. Et la prévention des cancers ORL, la semaine dédiée au cancer ORL est là en septembre. Le mois de septembre, il était un petit peu mouvementé. Et l'idée, de toute façon, c'est de pouvoir faire ce type de projet étalé tout au long de l'année. Alors, quand on parle de cancer ORL, on parle aussi de cancer donc des voies aérodigestives supérieures. Qu'est-ce que c'est d'un point de vue anatomique? Eh bien, les cancers des voies aérodigestives supérieures, ça comporte les fosses nasales, le nez, avec les sinus, la bouche, qu'on appelle la cavité buccale. Et donc, la bouche, c'est la langue, les gencives, le palais, les dents et la mandibule. Et puis, après, il y a tout ce que vous voyez en arrière de ce schéma qu'on appellera le pharynx au sens large, qui est divisé en trois. Le rhinopharynx, qui est en arrière du nez, l'oropharynx, qui est la gorge avec les amygdales et la base de la langue, l'hypopharynx, qui est une zone un petit peu difficile à appréhender, mais c'est la partie juste avant la bouche de l'œsophage. Il y a aussi dans les cancers ORL le larynx. Le larynx, c'est l'endroit que vous retrouvez là où il y a la pomme d'Adam, en fait, et là où il y a les cordes vocales, donc c'est l'organe de la phonation. D'accord. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui n'est pas extrêmement amusante, hein, puisqu'on va parler de cancer et d'addiction. Je vous promets, par contre, j'ai dit au docteur Berkane, je ne parlerai pas de coronavirus. Les cancers ORL ou les cancers des voies aérodigestives supérieures, c'est fréquent en France. C'est le 5e cancer le plus fréquent. Ça dépend un petit peu de ce qu'on prend en compte en fait dans ce type de cancer. La majeure partie de ces cancers vient des muqueuses. Les muqueuses, c'est la surface rouge ou rose que vous voyez à la surface de la langue ou de la gorge. Et ça, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a des cancers qui sont des cancers rares, dont on ne parlera pas, qui surviennent à partir des glandes salivaires, de l'os qu'on peut avoir dans la mâchoire ou d'autres structures qu'on peut avoir au niveau des voies aérodigestives supérieures. Ça concerne à peu près 18 000 personnes en France sur les dernières années et 5 000 décès liés à ces cancers sont recensés. Les cancers ORL sont beaucoup plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Ils sont tout de même en majoration chez les femmes et on va voir leurs différents facteurs de risque. Vous avez ici des images, hein, les photographies qui ont été prises, elles ont toutes été prises chez des hommes. Vous voyez sur la gauche une lésion de la langue, ça peut se présenter de cette façon. Vous voyez sur l'image du milieu une lésion qui est sur le voile du palais et sur la gorge. Et sur la dernière image à droite, vous voyez une petite lésion blanche qui peut être un cancer débutant. Toutes les lésions blanches ne sont pas des cancers, bien sûr, mais ça peut avoir cet aspect-là. Alors, les principaux facteurs de risque des cancers des voies aérodigestives supérieures, ils sont au nombre de 3. C'est vraiment les 3 plus grands facteurs de risque décrits. C'est le tabac, l'alcool, sous quelle que soit sa forme, et on en parlera un petit peu à la fin, les papillomavirus. Les papillomavirus, on en parle depuis
10-20 ans maintenant. Ce sont des virus qui sont responsables du cancer du col de l'utérus, mais qui peuvent également donner des cancers assez particuliers parce qu'ils sont localisés dans l'oropharynx. On le verra tout à l'heure. Alors, en termes de facteurs de risque des cancers, ici, ce sont les facteurs de risque de tous les cancers, toutes localisations confondues. Ce n'est pas spécifiquement les cancers ORL. Pour les cancers ORL, donc il y a le tabac et l'alcool et les virus. Mais donc, vous voyez que un bon nombre de cancers, finalement, peuvent être évités, puisque tout ça, ce sont des facteurs qu'on appelle des facteurs évitables. Et donc, la fraction attribuable aux cancérigènes, qui sont le tabac et l'alcool, elle est d'environ 30%, tout cancer confondu. Voilà. Je vais laisser la parole au docteur Berkane, puisque l'idée, c'était d'introduire sur les cancers ORL, et puis maintenant de parler de prévention de tabac et de ces fameux facteurs de risque. Voilà, à tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous. Donc, après l'introduction du docteur Brusquin, en fait, qui a bien expliqué que les cancers aérodigestifs, cancers ORL, étaient largement dus à la consommation de tabac et d'alcool, on va parler un petit peu de chacun de ces facteurs de risque. Le tabac, c'est un facteur de risque majeur dans beaucoup de cancers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est consensuel. Il n'y a plus aucun doute au vu du nombre de recherches, d'articles scientifiques. On sait depuis les années 50, quasiment avec certitude, comment le tabac en fait entraîne le cancer quand il est en contact de l'organisme. Et là, directement, les cancers des voies aérodigestives, en fait, la fumée de tabac qui est quand même voilà, très très chaude, quand elle arrive dans la muqueuse buccale, en fait, elle est carcinogène. Elle entraîne vraiment le cancer. Donc en France, les dernières statistiques donnent 24% des fumeurs quotidiens, c'est-à-dire c'est des gens qui fument tous les jours, et on sait en fait que le facteur de risque de cancer, il est beaucoup plus lié à la durée pendant laquelle on a été exposé au tabac, beaucoup plus qu'au nombre de cigarettes qu'on fume. Hein, pour le cancer, c'est presque mieux de fumer 20 cigarettes 5 ans que 10 cigarettes 10 ans. Voilà, c'est même mieux. En fait, le facteur de risque de cancer, c'est le nombre de cigarettes à la puissance 2 multiplié par la durée pendant laquelle on est exposé à la cigarette, mais à la puissance 4. Donc vraiment, pour réduire ce risque, il faut réduire le temps pendant lequel on a fumé. Donc on verra plus tard, c'est plus tôt on arrête et mieux c'est. Le prix qu'on paye pour le tabac, il est extrêmement élevé, puisque un fumeur sur 2 mourra prématurément de son tabagisme jeune, entre 35 et 65 ans. C'est vraiment des âges d'activité, de bonheur familial, de responsabilité, ou juste après la retraite. C'est vraiment triste. On voit pas mal de personnes décédées juste après la retraite. Donc en France, il y a 75 000 décès par an liés au tabac. Hein, vous voyez, même si Ingrid elle a dit qu'on ne parlerait pas du corona, mais là, le corona, il peut aller se coucher, parce que c'est 75 000 décès annuels, et dont 46 000 par cancer. Alors, le tabac est impliqué directement dans 17 cancers. Il augmente le risque de 17 cancers qui sont des cancers qui, depuis la bouche, donc vous voyez la bouche, le pharynx, le larynx, puis tout le long du tractus digestif, l'œsophage, l'estomac, le pancréas, le côlon, le rectum, et la vessie. Alors ça, c'est vrai que beaucoup de gens ignorent que le cancer de vessie, il est lié au tabac, parce que l'élimination des produits, en fait, passe par les voies urinaires, et comme la vessie, c'est le sac qui collecte les urines jusqu'à ce qu'on puisse les évacuer, et en fait, la muqueuse de la vessie est en contact avec ces produits donc cancérigènes, et donc le cancer de vessie est vraiment directement lié au tabac. Après, on voit peut-être la précédente pour parler du cancer du poumon, qui est quand même si on parle des cancers des voies aérodigestives, il ne faut pas oublier que le cancer du poumon, qui est
un cancer extrêmement létal encore aujourd'hui, malgré tous les progrès. Beaucoup de progrès ont été réalisés dans les traitements des cancers ces dernières années. C'est magnifique parce qu'on voit des patients qui mouraient très vite, avoir des périodes de rémission très longues. Mais le cancer du poumon, ça reste un cancer extrêmement létal et il est lié au tabac dans 90% des cas. Donc, c'est vraiment très triste de voir encore des patients arriver et des patients jeunes de plus en plus qui arrivent pour des cancers du poumon. Et c'est vrai qu'en ce moment, on pense que l'association tabac et cannabis fumé augmente beaucoup ce risque. Et on voit des jeunes arriver qui ont fumé depuis 10-15 ans du tabac et du cannabis. Le tabac, vous le savez, ne donne pas que les cancers. Il y a énormément d'autres maladies très invalidantes liées donc qui sont des conséquences du tabagisme, dont les plus importants sont les maladies cardiovasculaires et bronchopulmonaires, avec à noter donc les infarctus avec des conséquences assez graves, et puis la bronchite chronique obstructive, la BPCO, qui est extrêmement invalidante parce que en fait ça limite le souffle, c'est-à-dire que les personnes ont après une limitation fonctionnelle très importante. Ils n'ont plus d'efforts pour marcher, pour faire leur ménage, se laver. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement invalidant et c'est lié directement au tabac et sa prévention est fondamentale. Ça, c'est un peu pour vous expliquer pourquoi le tabac est aussi toxique. C'est un véritable serial killer, vous voyez, parce qu'en fait, les maladies qui sont liées à lui se cumulent et puis les décès sont très importants. C'est un véritable meurtrier. En fait, il s'agit d'une espèce d'empoisonnement progressif, c'est-à-dire qu'on fume. Quand on commence à fumer au départ, l'organisme va se débrouiller, il va éliminer la fumée, éliminer les particules qui vont avoir tendance à se fixer. Et puis petit à petit, comme on expose l'organisme, ses capacités d'élimination sont dépassées. Et en fait, ces particules extrêmement toxiques s'accumulent et donc provoquent la mutation des cellules qui deviennent cancérigènes. Donc, il y a 70 cancérigènes dans le tabac. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits-là, en fait, ils arrivent une fois que la cigarette est allumée. Quand la cigarette est inerte, il y a des produits certes toxiques, mais en fait, la majorité des produits cancérigènes qui sont dans les goudrons sont des produits de la combustion de la cigarette. Et donc, c'est cette combustion qui va entraîner donc l'arrivée de ces produits qui vont être cancérigènes. Alors que les gens, en fait, là, les fumeurs fument pour obtenir la nicotine, qui est le produit psychoactif qui leur fait du bien. En fait, ils cherchent cette nicotine en fumant, mais pour l'obtenir, il y a tous les autres produits qui arrivent avec. Tout l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir arrêter et d'arrêter aussi rapidement que possible. C'est un micron probablement. Tout l'intérêt, c'est d'arrêter de fumer et d'arrêter précocement. Et dans l'idée d'arrêter, en fait, il y a comme une amputation. On arrête. Et en fait, la réalité, c'est qu'on ajoute beaucoup de bénéfices. L'arrêt du tabac, c'est vraiment quelque chose de très positif. Très rapidement positif, puisque vous voyez sur cette slide que 20 minutes après la dernière cigarette fumée, on a une tension artérielle qui baisse, une fréquence cardiaque qui diminue, et ça c'est très important dans les problèmes cardiovasculaires. On a une oxygénation cellulaire qui se rétablit 8 heures après la dernière cigarette, et ça c'est la conséquence de la diminution du taux de monoxyde de carbone qui est dans la fumée. Vous savez, quand vous fumez une cigarette, il y a du monoxyde de carbone, c'est le même qui se dégage des tuyaux d'échappement de vos voitures. En fait, vous l'inhalez tous les jours et lui, il va se fixer sur l'hémoglobine, empêchant l'oxygène de se fixer sur l'hémoglobine pour distribuer l'oxygène à tout notre organisme. Et la diminution et la disparition de ce taux de monoxyde de carbone permet une réoxygénation cellulaire optimale qui est fondamentale pour nos organes.
Au bout de 2 semaines, vous avez la circulation qui s'améliore avec des plaquettes qui vont reprendre une fonction normale. Vous avez un retour du goût de l'odorat, vous avez l'essoufflement qui diminue avec vos capacités pulmonaires qui augmentent, vos capacités à l'effort qui vont augmenter, donc vous allez marcher. Moi, j'entends souvent des personnes me dire ah bah, vous savez, j'étais obligée de faire une pause à chaque étage, maintenant je fais mes 3 étages d'emblée, très contente de ça. Donc vos risques d'infarctus diminuent de moitié au bout d'1 an. C'est vraiment que du positif. Et en fait, les fumeurs, quand on les interroge, ils souhaitent tous arrêter de fumer. C'est vraiment quelque chose qui est général. Après, ils ont des craintes à l'arrêt qu'on peut, sur lesquelles on peut échanger avec eux. Et quand ils arrêtent, ils ont un sentiment d'auto-efficacité, de fierté qui est très, très important, très agréable à vivre et qui participe à ce qu'ils maintiennent cet arrêt tabagique qui, certes, n'est pas facile. Hein, je ne dis pas que c'est facile, c'est une addiction très forte, dans l'addiction au tabac. Là, ce n'était pas le sujet de vous montrer un peu les mécanismes de l'addiction et sa sévérité, mais c'est réellement une addiction forte. Mais on est équipé pour pouvoir changer le comportement tabagique. Nous, les êtres humains, on est équipés pour ça. Et puis souvent, ce qu'on voit aussi, c'est qu'une personne qui arrête, elle entraîne un peu dans son sillage son environnement proche, qui peut être familial, amical, professionnel. Souvent, c'est quelque chose qui fait un peu boule de neige et qui est vraiment, vraiment très important. Et on n'oublie pas évidemment les bénéfices financiers qui sont considérables quand une personne arrête de fumer. Sur une année, ce sont des sommes considérables et souvent, les personnes qui fument sont quand même très souvent des personnes qui ont des niveaux socio-économiques moyens à faibles. Et donc, c'est considérable. Ouais. Alors, pour arrêter, en fait, on a différentes façons d'arrêter. Il y a des personnes qui arrêtent seules. Beaucoup de personnes, on n'a pas les chiffres exacts parce que c'est du déclaratif et il faut faire des enquêtes à très large teneur pour avoir les chiffres, mais autour de nous, nous connaissons tous des gens qui ont arrêté tout seuls. La motivation fait que, ben voilà, une personne elle arrive à changer de comportement, elle va développer ses stratégies personnelles pour réussir cet arrêt qui va se maintenir. Il y a aussi des aides et des consultations de tabaco existent en France partout. Hein, ils ont été mis en place suite aux différents plans nationaux de contrôle du tabagisme. Donc, il y a des consultations de tabaco près de chez vous. En fait, en allant sur le site de Tabac Info Service, vous pouvez cliquer sur le département où vous habitez et en fait, vous allez avoir toutes les consultations de tabaco. Il y a beaucoup d'applications qui se sont développées récemment, des applications de très bonne qualité pour vous accompagner dans l'arrêt du tabac, des applications qui sont gratuites, dont Tabac Info Service, dont Smoker Stop, Stop Tabac. Ce sont vraiment des applications qui prennent en compte vos paramètres personnels, qui vont faire donc des suivis quand même personnalisés. Voilà, qui vous permettent d'avoir un accompagnement, une espèce de coaching avec des messages d'encouragement, des messages qui vous expliquent ce que vous avez gagné au jour le jour, qui sont très, très intéressants à faire. L'idée, en fait, c'est d'arrêter le plus tôt possible. Hein. Plus tôt on arrête et plus on a de bénéfices. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que c'est pas grave si on recommence. L'important, c'est d'arrêter. Chaque arrêt, en fait, apporte des bénéfices. Alors, le deuxième facteur de risque dont vous a parlé Ingrid tout à l'heure, c'est l'alcool. C'est un thème qui est un peu plus délicat parce que sur le tabac, on sait que l'arrêt du tabac, on sait que le tabac consommé même à 1 cigarette par jour, voire même par tabagisme passif, est très toxique. Sur l'alcool, les recommandations, elles sont pas aussi claires. Alors, en population générale, c'est-à-dire que quand les gens ne sont pas malades, l'idée, c'est de réduire parce que quand même, l'alcool est responsable de 8 cancers. On va vous montrer la diapo après. Mais quand même, on sait que 41 000 décès
sont liées au cancer, dans 16 000, à l'alcool, pardon, dont 16 000 par cancer. Avec donc dans 65% des cancers de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, qui sont liés directement à l'alcool. C'est pas passé ici. Voilà, c'est bon. Voilà, les cancers donc liés à l'alcool sont, comme pour le tabac, les cancers du tractus digestif, donc essentiellement la cavité buccale, l'œsophage, le colorectum et le foie, hein, les cancers du foie. Et puis, il participe aussi dans les facteurs de risque du cancer du sein. Les maladies qui sont liées à la consommation d'alcool hors cancer donc, sont connues depuis très longtemps. Il participe aux accidents vasculaires cérébraux via le fait qu'il augmente la tension artérielle. Il participe à la détérioration intellectuelle, les troubles cognitifs, sur des consommations régulières et importantes. On a vraiment des détériorations intellectuelles avec à l'extrême les syndromes de Korsakoff, qui sont vraiment des démences extrêmement sévères qu'on voit chez des personnes jeunes qui consomment régulièrement et abusivement. Et puis, n'oublions pas chez la femme enceinte, le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui en France se voit encore, malgré les messages de prévention, on voit encore des enfants avec des malformations fœtales. Et bien sûr, la cirrhose hépatique qui nécessite en traitement extrême les transplantations hépatiques. Donc, c'est vraiment des problématiques gravissimes. L'alcool et le tabac ont un effet synergique. En fait, quand ils sont présents chez un consommateur régulier et abusif, ils vont multiplier par 45 le risque de cancer des voies aérodigestives. Donc, c'est extrêmement important. L'un, en fait, facilitant l'action toxique de l'autre. En fait, ils s'amplifient. Tous les deux s'amplifient et leurs risques se multiplient. Ils ne se surajoutent pas, ils se multiplient. Alors, quelles sont les recommandations actuelles pour éviter ou réduire, pas éviter, je retire le terme, pour réduire le risque, c'est de consommer, de tendre vraiment vers une consommation très modérée, c'est-à-dire que actuellement, Santé publique France a modifié ses quantités en 2019 pour les mettre à 2 verres par jour, quel que soit le sexe, alors que c'était initialement différent, quel que soit donc le genre, et pas tous les jours. Ça, c'est vraiment très important. 2 verres par jour et pas tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est les verres? Vraiment être très clair par rapport à ça. Les verres d'alcool, c'est la quantité d'alcool contenue dans un verre d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool pur. Et vous voyez qu'en fait, plus vous augmentez les degrés, plus le volume doit diminuer pour qu'on puisse rester dans les 10 grammes d'alcool pur. Donc, moi, j'entends souvent des gens me dire « mais moi, je ne bois pas d'alcool ». Mais en fait, pour eux, le vin, par exemple, n'est pas un alcool ou la bière n'est pas un alcool. Pour eux, l'alcool correspond aux alcools forts. Donc, un verre de vin est équivalent à un verre de pastis de whisky, une coupe de champagne et un demi de bière. Donc, vraiment être au clair avec ça. Et puis, les gens, quand ils nous disent qu'ils boivent de verre, nous, on pose toujours la question quel genre de verre, parce qu'on sait que les verres maison qu'on sert à la maison, le whisky qu'on sert à la maison n'est pas le whisky servi dans les brasseries. Donc, on doit toujours calculer sur la base du verre standard qui est ce que vous voyez sur les slides. Et puis surtout, le message de 0 pendant la grossesse. Alors, vraiment 0 pendant la grossesse. Le picto sur les bouteilles qui sont vendues est extrêmement petit. Ça, c'est encore une lutte encore actuelle pour faire apparaître ce picto qui dit 0 pendant la grossesse, mais vraiment, c'est le message à passer. Donc, la prévention des cancers aérodigestifs passe par l'arrêt du tabac et la modération importante de l'alcool. Ça, c'est avant le cancer. Et puis, quand le cancer est là, il faut savoir que l'arrêt du tabac et l'arrêt, dans ce cas de l'alcool, en prévention, donc après le cancer, pour le traitement du cancer, mais aussi pour éviter la récidive et ou l'apparition d'un autre type de cancer lié à ces deux produits, comme on vous a montré précédemment,
passe donc toujours par l'arrêt du tabac et la modération et l'arrêt de l'alcool. En prévention tertiaire, ça veut dire quand vous avez déjà une maladie grave liée à ces produits, c'est l'arrêt qui va vous apporter vraiment un bénéfice significatif, c'est-à-dire pour vraiment avoir plus de chances de ne pas récidiver et de ne pas avoir un autre cancer. Voilà, je vous remercie et puis je vous repasse Ingrid pour le reste de la présentation. Voilà, on n'en a plus normalement pour très très longtemps. Et puis si vous avez des questions, on pourra y revenir à la fin en espérant que c'est pas un sujet trop ardu. Là, l'idée, c'est de vous parler maintenant donc des papillomavirus, puisqu'on a dit qu'il y avait plusieurs facteurs de risque, des cancers ORL les plus fréquents. Et en fait, les papillomavirus, on les connaît aussi sous le nom de HPV. Alors, ce sont des petits virus qu'on appelle des virus à ADN, hein, c'est ce qui code le message du virus, et qui va infecter toutes les cellules épithéliales. Alors, les papillomavirus, ce sont des virus extrêmement fréquents. Plus de 80% des hommes et des femmes vont être exposés au cours de leur vie. Et en fait, ce sont des virus qui se transmettent par contact direct. Les plus connus des papillomavirus, ce sont les virus qui donnent les condylomes et les verrues. Donc, les verrues cutanées et les condylomes, c'est ce qu'on appelle aussi les verrues génitales. Et ça, c'est lié à des HPV, donc qu'on dira des HPV à bas risque de cancer. Parce qu'en fait, quand vous avez une verrue ou un condylome, ça ne va pas se transformer en cancer. Par contre, il y a des HPV qu'on appelle des HPV à haut risque, donc haut risque de cancer, qui peuvent donner une infection, et puis rester dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle un temps de latence. Ça va rester silencieux. En fait, vous allez faire une infection qui, la plupart du temps, est asymptomatique. On s'en rend même pas compte, autrement dit. Et en fait, le virus va pouvoir s'intégrer à certaines de vos cellules. C'est le cas du cancer du col de l'utérus, mais c'est également le cas au niveau des amygdales ou de la base de la langue. Alors, c'est donc les virus sont très fréquents. Par contre, ils ne s'intègrent pas de façon très fréquente. Il y a moins de 10% de la population qui va garder des HPV à haut risque. Et parmi ces 10%, tout le monde ne va pas évidemment faire un cancer ORL. Alors, plus de 6000 cancers par an sont liés au papillomavirus. La majorité, ce sont des femmes, oui, puisque la majorité, c'est le cancer du col de l'utérus. Approximativement 100% des cancers du col de l'utérus sont liés au papillomavirus. Les femmes, en général, sont bien au courant de ce type de cancer, puisque ça fait partie des campagnes de dépistage avec les frottis au niveau du col qu'il faut réaliser. Maintenant, dans les recommandations, c'est tous les 3 ans. Les papillomavirus peuvent donner d'autres types de cancers qui sont des cancers anogénitaux, donc des cancers de la marge anale, des cancers de la vulve ou des cancers péniens chez l'homme. Et ils sont responsables de 30 à 40% des cancers de l'oropharynx. Donc l'oropharynx, on va le voir dans la dia juste après, c'est la gorge qui en fait comporte surtout les amygdales, donc ce qu'on appelle les amygdales palatines. Les amygdales palatines, c'est classiquement celles qui donnent des angines ou celles qu'on enlève ou qu'on enlevait chez les enfants parce qu'on les enlève de façon beaucoup moins fréquente maintenant. Mais c'est cette structure-là qui va développer un cancer. Et la base de la langue, quand vous tirez la langue, anatomiquement, en ORL, on décrit la langue mobile. C'est quand vous tirez la langue, c'est la langue qu'on voit. Et puis, elle est attachée en arrière. Et ça, c'est ce qu'on appelle la base de langue. Et bien, sur cette base de langue, il y a aussi une sorte d'amygdale. Ça s'appelle les amygdales linguales. Et c'est là où on peut développer un cancer lié au HPV. Alors, les cancers de l'oropharynx liés à l'HPV, ils vont être liés à des HPV de haut risque, il y en a différents types, et ils sont associés au comportement sexuel. C'est pour ça que vous avez une photo de Michael Douglas, puisque Michael Douglas, il a dit que c'était les pratiques sexuelles orales qui avaient causé son cancer de la gorge. Je ne sais pas s'il était fumeur ou buveur, donc je ne sais pas si on peut l'imputer que au papillomavirus, mais c'est vrai que les infections à HPV et le cancer oropharyngé lié à l'HPV, il est lié aux pratiques bucogénitales, et on sait que la durée de la vie sexuelle, l'âge de début et le nombre de partenaires, plus évidemment le nombre de partenaires augmente, plus l'âge de début est précoce et plus la durée de la vie sexuelle a été importante, plus le risque va être important de cancer lié à l'oropharynx. Alors, néanmoins, on sait que ces cancers apparaissent également chez les fumeurs et un peu plus souvent chez les fumeurs de tabac
et de cannabis. Probablement, c'est pas lié au cannabis, probablement c'est plutôt lié au comportement des gens qui fument du cannabis et de leurs pratiques probablement sexuelles. Mais ça, c'est vrai que ça n'est pas décrit. Alors, ce type de cancer, il ne se dépiste pas comme le cancer du col de l'utérus, mais on sait qu'il a une meilleure réponse au traitement. Et donc, en général, c'est plutôt, entre guillemets, une bonne nouvelle d'avoir un cancer lié à l'HPV en ORL parce que ça fait partie des cancers quand ils sont de petite taille qui répondent très bien au traitement. En termes de prévention pour ce type de cancer, eh bien évidemment, il y a les campagnes de vaccination. Alors la vaccination ne se fait pas chez les adultes, ça n'a pas de sens parce que le virus, eh bien tous les adultes, on y a été exposés il y a bien longtemps et donc j'ai dit qu'il y avait une période de latence et en fait au moment de cette période de latence, ça ne sert à rien d'être vacciné parce que ça n'éliminera pas le virus. Le virus, il n'est plus actif, il est dormant, mais il est là. Par contre, il faut vacciner les jeunes adolescents ou les enfants un petit peu grands. Maintenant, les recommandations en France, c'est de vacciner toutes les filles et tous les garçons. Tous les garçons, c'est récent, hein, puisque ça fait 1 an ou 2. Et l'âge de vaccination, c'est entre 11 et 14 ans. Il y a des rattrapages possibles ultérieurement entre 15 et 19 ans. Et en fait, les 2 vaccins les plus connus, c'est le Gardasil et le Cervarix, qui protègent contre les papillomavirus de haut risque qui vont donner les cancers du col et des cancers ORL. Ça ne protège pas évidemment de tous les papillomavirus et ça va protéger des papillomavirus à bas risque qui sont responsables des verrues et des condylomes. Voilà. Alors, en termes de dépistage, il n'existe pas de stratégie de dépistage pour les cancers ORL. On ne peut pas aller chez son ORL ou chez son médecin traitant pour dire je voudrais faire un dépistage de cancer ORL parce que j'en ai entendu parler. Il n'y a pas de frottis, il n'y a pas de test qui existe à l'heure actuelle. Ça viendra peut-être, mais en tout cas, pour le moment, ça n'est pas disponible. Par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est la campagne Make Sense, c'est là-dessus qu'elle est basée. C'est si vous présentez un symptôme qui dure plus de 3 semaines, il ne faut pas hésiter à consulter. Surtout si vous êtes consommateur de tabac, d'alcool, ou si vous pensez que vous avez pu être exposé à du papillomavirus. Évidemment, tout le monde peut avoir mal à la gorge. Évidemment, tout le monde peut avoir mal à l'oreille et tout le monde peut avoir le nez bouché. Tout le monde peut faire une angine, un rhume, une pharyngite. Ça, c'est évident. Mais une angine, une pharyngite, au bout de 2 semaines, en général, c'est résolu, surtout si vous avez eu un traitement. Et donc, si vous avez des symptômes qui durent plus de 3 semaines, il faut vraiment consulter. Ça fait vraiment partie des messages qui doivent passer parce que la majorité des cancers ORL sont diagnostiqués à un stade avancé et ça réduit les probabilités de guérison. Alors, ce n'est pas nécessairement parce que les gens tardent toujours à consulter, c'est parce que parfois, on n'a pas tellement de symptômes. On peut avoir, quand ça touche le larynx, on a la voix qui est éraillée. Ça se voit assez rapidement. Mais quand c'est plus bas dans la gorge, parfois on a juste une petite gêne à la déglutition, des choses comme ça. Il vaut toujours mieux consulter pour rien que attendre trop tard et de laisser évoluer une maladie qui, après, pourra être plus difficile à traiter. Alors, donc, pour conclure, la meilleure prévention, et en médecine, c'est valable quasi pour tout, c'est d'éviter d'avoir des problèmes. C'est valable dans la vie en général aussi. Alors, l'éviction des facteurs de risque, c'est la meilleure des préventions primaires, donc pour éviter d'avoir des cancers. Et donc, il faut essayer autant que possible d'éviter de fumer, de consommer de l'alcool avec vraiment modération. Et je pense qu'on peut recommander la vaccination chez les enfants. On n'a pas encore d'effet sur les cancers ORL, mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas efficace. L'arrêt du tabac et la modération de l'alcool, c'est toujours bénéfique, quel que soit votre âge ou quel que soit l'état de santé, le vôtre ou celui des personnes qui vous entourent. Et il ne faut jamais hésiter à consulter en cas de symptômes et à demander de l'aide, que ce soit pour l'arrêt du tabac ou l'arrêt de l'alcool. Plus on essaye, plus on y arrive. Et se faire aider, il y a des professionnels qui sont là pour ça. Ça peut passer par d'abord le médecin traitant et puis après des professionnels de l'addiction. Mais vraiment, il y a des moyens et il ne faut pas hésiter à y faire appel parce qu'on sait que c'est difficile. Voilà. On voulait vous remercier de votre attention, remercier le GFLUC et en particulier le GFLUC Paris-Île-de-France et les groupes Unicancer, Tête et Cou et Onco Addiction. Voilà.
On peut passer à la diapo suivante qui dit juste merci à tout le monde d'avoir été là parce que c'est un sujet qui n'est pas nécessairement agréable et qui est un petit peu ardu en ces périodes un petit peu compliquées. Si vous aviez des questions ou quoi que ce soit, vous avez mon mail qui apparaît ici et on va vous envoyer normalement, votre GFLUC va vous envoyer un questionnaire sur la présentation d'aujourd'hui pour savoir si ça vous a intéressé et ça vous a apporté des informations et si il y a des choses qui doivent être modifiées parce que l'idée, c'est que ça évolue évidemment, c'est de pouvoir le refaire de façon régulière si besoin et il faut qu'on s'adapte. Alors ici, on n'a pas tout à fait l'habitude de faire des présentations avec une salle vide, donc c'est vrai que l'interaction est pas évidente pour nous. On espère que ça a quand même pu vous apporter des informations intéressantes. On est là pour les questions, si vous avez des questions. N'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir vos micros ou par chat. Je pense qu'on peut les voir par chat aussi. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai pas de questions. Je voulais juste vous remercier parce que c'était vraiment très clair et c'était très convaincant sans être moralisateur ou donneur de leçons. Donc un grand merci pour cette présentation. Tant mieux. Merci de votre commentaire. C'est gentil. Tant mieux si ça vous a plu. Et c'est vrai que oui, c'est un sujet qui est pas extrêmement joyeux, qui n'est pas toujours porteur de messages qui sont forcément mainstream ou qu'on a envie d'entendre. Mais c'est vrai que c'est la réalité parce que nous on la voit au quotidien et c'est vrai qu'on peut pas tellement la modifier. Alors, il y a une question qui arrive par chat. Conseilleriez-vous l'hypnose comme instrument d'arrêt du tabac? Alors, comme je vous ai dit, pour l'arrêt du tabac, en fait, il y a, pour nous, les professionnels de la santé, ce qui est validé, c'est-à-dire ce qui est validé, c'est ce qui a fait ses preuves d'efficacité selon un processus, vous savez, d'études randomisées en double aveugle, vous savez, voilà. Donc ça, pour nous, ce qui est validé officiellement, c'est les patchs et les pastilles à sucer de nicotine, qu'on appelle les traitements de substitution, la varénicline, le Champix, et le bupropion, qui est le Ziban. Les gens le connaissent sous ce nom-là. Ça, c'est les traitements qui sont validés, en plus d'un accompagnement psychocomportemental. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de traitement. Ils ont besoin d'être accompagnés, un peu coachés, parce qu'ils fument, parce qu'ils sont soucieux, anxieux, tristes, ce genre de choses. Donc, tout le monde ne relève pas d'un traitement pharmacologique. Des fois, le soutien psychocomportemental est suffisant. Après, il y a ce qu'on appelle les méthodes alternatives, que sont l'hypnose, l'acupuncture, l'auriculothérapie, toutes ces choses-là. En fait, elles n'ont pas fait la preuve de leur efficacité selon les méthodes scientifiques. Par contre, quelqu'un qui y croit fermement et qui veut y aller, on ne le décourage pas. Voilà. Il y a des personnes qui vont faire 2 séances d'hypnose et qui arrêtent de fumer. C'est parfait, on est preneur. L'important, c'est le résultat, d'autant que ce ne sont pas des méthodes toxiques. Ce sont des méthodes qui coûtent de l'argent parce qu'il n'y a pas de remboursement dessus, contrairement aux traitements qui sont remboursés, hormis le Ziban qui a été déremboursé. Elles ne sont pas remboursées, c'est à la charge des personnes. Mais si ça marche, banco, vraiment. En général, moi, ce que j'observe en tant que clinicienne, c'est que les gens arrêtent avec ce en quoi ils croient. Si pour eux, l'hypnose qui a marché sur leur copine ou leur cousin, c'est pourquoi pas. Mais en tout cas, nous, on le pratique pas à l'hôpital et on peut pas envoyer quelqu'un avec une ordonnance pour les séances d'hypnose. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Et du coup, peut-être moi j'ai une question, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est par rapport à la cigarette électronique. Elle n'est pas cancérigène. La cigarette électronique, en fait, le terme consacré maintenant, c'est vapoteuse personnelle parce qu'en fait, elle n'a rien d'électronique. C'est un dispositif qui va dispenser de la nicotine via un liquide qui va être chauffé mais pas brûlé, contrairement à la cigarette. Donc, elle est moins toxique. Ça, c'est les données qu'on a qui sont claires et nettes.
c'est moins toxique. Après, on n'a pas assez de recul parce que quand même ce chauffage de liquide va pouvoir pyrolyser quand même des produits qui vont être cancérigènes. Ça, c'est les données scientifiques les plus récentes qu'on ait. Mais quelqu'un qui va utiliser la vapoteuse personnelle exclusivement, sans l'associer aux cigarettes, parce que ce qu'on observe, en fait, c'est que les gens font les deux et deviennent ce qu'on appelle des vapofumeurs. Ils vapotent, mais ils fument aussi, c'est-à-dire ils utilisent la vapoteuse comme un outil pour réduire le nombre de cigarettes. Là, on réduit aucun risque. On reste dans des risques très élevés puisqu'il y a toujours la cigarette. Si la vapoteuse est utilisée comme transition pour arrêter de fumer, donc elle est utilisée exclusivement et la personne a arrêté de fumer et elle va éventuellement l'arrêter dans un délai plus ou moins moyen, quoi. Pourquoi pas? Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, elle ne fait pas partie des stratégies d'aide au sevrage tabagique sur le plan médical. On a aucune société savante ne la recommande comme une aide. C'est un produit de consommation courante qui est efficace. Moi, j'ai vu des personnes arrêtées avec, pour certains. La seule chose que je lui reprocherais, moi, en tant que professionnel du tabac, c'est que, en fait, quand vous l'utilisez, vous ne changez pas de registre, vous restez dépendant à la nicotine, puisqu'elle vous dispense de la nicotine, et puis vous restez dépendant sur le plan psychocomportemental, c'est-à-dire que les raisons qui vous faisaient fumer, elles vous font vapoter, et il n'y a pas un travail pour développer d'autres stratégies. Et donc, vous restez un vapoteur, et si vous restez un vapoteur, on ne sait pas dans 10-15 ans qu'est-ce qu'on va savoir sur les effets du vapotage. Donc, elle ne traite pas l'addiction, vous maintenez votre apport de nicotine sur des périodes plus ou moins longues et vous maintenez aussi la dépendance psychocomportementale avec ce geste donc d'inhaler et d'exhaler une vapeur. Je ne sais pas s'il reste des questions. Ou si, parce que là, je pense que on a fait le tour de ce qu'on voulait vous raconter. De toute façon, si vous aviez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis, ça va être mis en ligne. Donc, faut pas non plus hésiter à y retourner et puis à nous recontacter en cas de besoin. Merci pour les commentaires en tout cas. Merci pour vos questions à l'oral et merci pour les commentaires qui arrivent, qui sont tous très sympathiques. Et donc c'est très agréable pour nous. On avait pris le parti d'enlever les masques quand on parlait. On va les remettre quand on va repartir dans le couloir. Hein, donc vous inquiétez pas, on suit les recommandations en vigueur. Et donc on va terminer la présentation ici. On vous remercie. On vous souhaite beaucoup de courage parce que vous devez tous être plus ou moins en télétravail et en cette période quand même un peu complexe. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Et encore merci au GFLUC pour toute l'organisation. À bientôt. Au revoir.